Hello tout le monde, je m'appelle Héloïse, je suis la fondatrice de l'entreprise Kazel, une entreprise dédiée au bien-être et je vous souhaite la bienvenue sur Kazel Podcast. Kazel Podcast est un lieu de détente dans lequel on parle de bien-être, de développement personnel, de santé mentale, mais surtout d'entrepreneuriat et de reconversion professionnelle. Au cours des épisodes, vous découvrirez les parcours atypiques de mes invités qui, pour la plupart, ont décidé de tout quitter pour vivre de leur passion. Donc je vous souhaite une belle écoute et à très bientôt. Salut à tous, bienvenue sur le premier épisode de Kazel Podcast. Donc aujourd'hui, changement d'ambiance, je suis pas chez moi, je suis dans un studio donc chez Black Box Media. Donc déjà merci pour l'accueil. Et je suis avec les deux fondateurs de Foodie Fruity, donc Célia et Ismaïla. Comment ça va ? Yes, sir. Très bien. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir de vous accueillir parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques mois, bientôt 1 an. Je parlerai plus tard de ce qui m'obsède au quotidien chez Foodie Fruity. Mais voilà, je voulais vraiment savoir plus sur vous parce que moi, pourquoi j'ai décidé de mettre en place ce podcast ? Parce que je viens du marketing, communication, et je suis en reconversion en naturopathie, donc complètement changement d'ambiance, changement d'univers. Et je sais que je suis pas la seule en fait à avoir quitté un boulot un travail qui payait bien, qui était confortable. Donc je sais que vous aussi c'est votre situation. Donc je me suis dit pourquoi pas interviewer d'autres personnes qui me comprennent, qui me comprennent un peu. Et du coup vous êtes les premiers cobayes à passer sur le billard. Super. Donc encore une fois merci pour l'invitation. Donc, je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent, un peu la transition. Donc, moi, je vais donner un peu de background sur moi. Je m'appelle Ismaïla, je suis sénégalais. Ça va faire maintenant 7 ans que je suis au Canada. Donc, de base, j'étais venu ici pour mes études post-secondaires après le bac français, comme vous le savez tous. Donc, après mon bac français, je suis venu ici. J'ai fait des études en économie. Donc, basically à l'Université de Montréal. Donc, pendant mon parcours, j'ai eu la chance de faire un semestre d'échange à la Sorbonne. Donc, en France, ça m'a un peu permis d'avoir une idée des différents et de surtout me rendre compte des différences, des chocs culturels qu'il y a, mais surtout également au niveau du mindset. Donc, quitter son emploi pour aller dans l'entrepreneuriat, on en parle beaucoup plus au Canada, c'est beaucoup plus vécu ici qu'en France, où on te prendrait peut-être pour... mais basically, c'est ça. Ok. Et toi, Célia, ton parcours ? Alors, en ce qui me concerne, j'ai couru après les diplômes pendant quelques années. Donc, j'ai commencé par une école de commerce en France, où j'ai fait un master en finance d'entreprise. J'ai enchaîné sur un autre master à Taïwan, donc un business administration, un MBA. Et ensuite, j'ai rejoint mon mari au Canada et j'ai rejoint une des Big Four où j'ai commencé ma carrière en audit que j'ai très vite arrêtée pour les bonnes raisons dont on va parler plus tard. Okay. Donc, je rejoins totalement ce que Ismaïla disait sur le fait qu'en France, l'entrepreneuriat, c'est pas aussi développé, c'est pas aussi valorisé. Quitter un travail avec une carrière, une ascension, des évolutions qui sont garanties, pour aller dans l'insécurité de l'entrepreneuriat, des métiers qui ne sont pas toujours valorisés, c'est vrai que ce n'est pas du tout à la mode du jour, ce n'est pas du tout un parcours qu'on recommanderait, mais je pense que c'est en train de plus en plus d'attirer la curiosité. Et moi, on me pose beaucoup de questions sur comment tu fais, est-ce que tu as des regrets, comment tu t'en sors. Donc, je pense que c'est une très bonne idée de podcast et qui va en attirer beaucoup. J'espère, en fait, c'est le but aussi d'inspirer les personnes qui peut-être n'osent pas. Ils se disent, ouais, j'aimerais bien, mais je le fais pas pour X ou Y raison, soit la peur du succès. On parle beaucoup de peur de l'échec, mais il y a la peur du succès, le regard des autres, ou peut-être aussi une éducation ou des conditions personnelles qui font que, ok, je me lance pas. Et puis, il y a peut-être aussi toutes ces croyances de j'ai grandi de telle manière, j'ai été éduquée de telle manière, est-ce que je me lance ou pas ? Et moi, il y a une question, en fait, en parlant de « j'ai grandi de telle manière ». Si je reviens dans les années 90, et si je m'adresse à Ismaïla et Célia, qui a à peu près 4-5 ans, et quand vous posez la question « tu veux faire quoi quand tu seras grand ?»
C'était quoi la réponse? Donc, moi, et justement, pour rebondir un peu sur ce que tu as dit, tu as mentionné les peurs, etc., Ouais. ce qui est un point très valide. Donc, moi, je dirais, je notifie 3 peurs principales. Donc, la peur de l'échec, comme tu disais, la peur du succès, comme tu disais, et justement, la peur du paraître, de comment les gens vont nous voir. Donc, souvent, c'est des choses qui nous freinent. Et moi, si je reviens dans les années 90, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai juste 25 ans. Donc, quand tu me dis les années... Donc, quand tu me dis les années 90, je me dis, attends, c'est les 90 où je suis né ou le 90 où je suis pas encore né? C'est ça. Mignon. Donc, parce que c'était... moi, je suis né principalement en 97. Donc, Principalement. bon... Est-ce qu'il y a d'autres manières d'être né? Ok, d'accord. Donc, c'est ça, quoi. Après, bon, je dirais, si tu dis les années 90, moi, j'irais plus vers fin 90, années 2000. Ok, on va dire 90-2000. Je ne savais pas quel âge tu avais, donc voilà, je vais reformuler ma question. Dans les années 90, début 2000, parce qu'on n'a pas le même âge. Quand vous posez la question, tu veux faire quoi quand tu seras grand? C'était quoi votre métier de rêve, en fait, quand vous étiez petit? Moi, vraiment, en fait, j'aimais beaucoup tout ce qui est télécommandé. Tout ce qui est véhicule, tout ce qui est moteur, tout ce qui est un certain mécanisme de fonctionnement et les voitures justement en général. Donc moi, je me souviens pas vivement d'avoir à cet âge-là envie de faire quelque chose, mais quand j'y repense, la plus fraîche mémoire que j'ai, c'est faire quelque chose qui est en mécanique, faire de l'ingénierie mécanique ou un peu électrique, qui était plus parce qu'en fait c'était un peu associé à ma passion des voitures télécommandées, etc. Et moi je voulais bien savoir en fait comment ça fonctionne. Tu voulais construire des voitures? Exactement, pour pouvoir plus tard en faire pour moi et comprendre un peu le mécanisme. Donc ça, c'était quelque chose que je kiffais quand j'étais gosse. Ok, tu voulais faire des voitures, d'accord. Et toi, c'est là aujourd'hui, tu fais des burgers? 2 salles, 2 ambiances. 2 salles, 2 ambiances. Mais justement, ça me permet... C'est important, les burgers. Bien sûr. Déjà. Ça donne de l'argent et c'est l'argent qu'on cherche. Et en plus de ça, ça me permet d'explorer en même temps... parce que c'est pas parce que tu fais quelque chose que tu peux pas faire autre chose. Aujourd'hui, ma passion pour les voitures se matérialise. J'ai acheté une des voitures, justement, qui te faisait rêver, qui me faisait rêver. Je la conduis chaque jour, je suis content, je suis heureux dedans, ça me permet de voir d'autres possibilités. Je sais pas comment je le prendrais. C'est vraiment simple. Je te jure. Et surtout, bien sûr, le ronronnement du moteur, les petits trucs simples. On sent l'émotion quand tu parles. Mais c'est ça, mais c'est effectivement ça. Okay. Et c'est pas la fin, c'est juste le début. Là, justement, les burgers, plus d'argent, plus de voitures. Équation simple. Plus de voitures, plus de bonheur. À ton tour, vas-y. Tu voulais faire quoi quand t'étais petite? Moi, je voulais être pédiatre. Ah ouais? Ouais. Et pourquoi, je voulais être pas? pédiatre parce que j'aimais beaucoup les bébés, j'aimais beaucoup les enfants. En 3e, j'ai fait mon stage chez une pédiatre et ça a totalement confirmé que c'était ça que je voulais faire. Totalement. Ok, pédiatre, parce que tu as les études en médecine, mais justement, est-ce que tu as un cursus supplémentaire pour avoir cette qualification? À l'époque de collège-lycée, la suite logique, c'était un bac S. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat au collège, au lycée. Ok. Et, je pense qu'il faut que j'en parle. Dis-nous tout. Donc, à l'époque, c'était en 2012, il y avait la mode des Shambhala. C'était des petits bracelets avec des perles et des petits strass dessus. Et tout le monde en portait. Ma maman avait un salon de coiffure et elle vendait des petits trucs à côté dans son salon. Donc, on avait été au quartier à Aubervilliers, à Paris, où il y avait tous les grossistes. Et j'ai vu les Shambhala. Je les ai vus 5 fois moins chers. Et je me suis dit, mais pourquoi j'en achèterais pas? Et je les mets là-bas dans la boutique. Et puis, je peux faire de l'argent avec ça. Oui, tu fais de la marge. Bah oui. T'achètes pas cher, ils étaient entre 1 et 3 euros. Et ils sont vendus entre 5 et 12 euros. Donc, forcément, ceux à 1 sont vendus à 5. Ceux à 2 sont vendus à 8. Et ceux à 3 sont vendus à 12, pardon. Donc, c'est ça que j'ai fait. Et c'était vraiment passif parce que je les mettais dans une vitrine dans son magasin.
Et le soir, elle me donnait mon argent. Mhm. Et du coup, bah, forcément, j'ai pris goût. Je me suis dit, waouh, j'ai trouvé une idée, ça marche, je gagne de l'argent. T'avais quel âge à l'époque? J'étais en 3e. Donc, j'avais, je crois, on a 15 ans à cette... Ouais. 15 ans. 3e, alors moi je sais pas trop c'est quoi l'équivalent au niveau du cursus Brevet. ici. Non, mais au niveau du cursus Canadien, scolaire ici au Québec. Ouais, je sais pas du tout. Je sais pas. Je On me l'a sais dit pas du plusieurs fois, mais ça rentre pas et c'est vrai que j'ai du mal un peu à. Je crois que c'est Avant l'équivalent. le cégep, en C'est tout avant le cas. cégep. Bon. Ok. Ouais, peut-être. Merci. Merci beaucoup. Secondaire 3. Ok. Donc t'avais 15 ans et tu faisais déjà de la marge avec c'était des bracelets. C'est ça, ouais. Des bracelets que tu vendais. Des bracelets. Donc après, avec mon bénéfice, j'ai investi dans des t-shirts Guess. C'était la nouvelle mode. J'en avais trouvé au marché de Sarcelles. Les J'ai acheté un références gros culturelles stock. qui me parlent tellement. J'ai acheté un gros stock et puis c'est parti. J'ai fait une brocante et j'ai tout vendu à la brocante. Ok. Et du coup, c'était des plus grosses marges. Donc, c'était plus intéressant. Et là, avec cette marge-là, après, j'ai level up encore et j'ai investi dans des baskets Nike et des survêtements Nike. Mais je les ai achetés sur AliExpress. Mhm. Et c'était à l'époque où AliExpress venait de commencer. Donc, tout le monde ne connaissait pas. Donc, c'était pas « Oh, mais je sais où elle les achète. Moi aussi, je peux me les procurer. » Tu vois. Donc, je rentrais en contact avec les vendeurs. Je prononçais mes petits mots d'anglais et tout que j'apprenais au collège, au lycée. Et puis, j'ai pu obtenir des prix plus intéressants, des livraisons plus rapides, proposer de la variété à mes clients, créer une page Facebook, etc., etc. Et là, je me suis dit, mais waouh, tout ce que je suis en train de faire là, parce que ça avait pris de l'ampleur, j'avais des distributeurs à qui je revendais en gros. Et je me suis dit, mais tout ce que je suis en train de faire là, genre, ça me stimule vraiment, ça me passionne vraiment. Est-ce que je veux vraiment être pédiatre ? Tu vois, parce que ce qui se passait aussi, c'est que on me mettait un peu des bâtons dans les roues à l'école, dans le sens où, tu sais, tu commences à avoir ta conseillère d'orientation et ta prof principale, etc. Et tu dois commencer à te diriger. Et on me disait, ah, mais pourquoi tu n'irais pas plutôt vers le métier de puéricultrice ? Là, tu t'occupes vraiment des enfants. Alors que j'étais première de ma classe. Donc, j'avais totalement les capacités d'aller vers une fac de médecine. Mhm. Et il n'y a rien qui n'indiquait que je n'étais pas capable de supporter le stress ou de travailler comme il le fallait. Mais je ne sais pas. Peut-être qu'on me mettait dans une case. Je ne peux pas parler pour les autres. Mais on me mettait tous ces points d'interrogation. Pour autant, ça ne m'a pas stoppée, mais je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui me plaisait plus et qui peut-être pouvait m'apporter plus de bonheur dans ma vie et plus d'épanouissement dans mon métier. Du coup, c'est pour ça qu'au final, je me suis tournée vers une école de commerce. Ok. Le changement, quand même, c'est dingue de se dire qu'à 15 ans, tu as lancé ton premier business. Ouais. Mais tu étais consciente, hein, tu t'es dit, ouais, je l'achète tant, je le revends tant, je réinvestis le bénéfice. Est-ce que tu avais conscience que c'était vraiment le fait de gérer une entreprise ou est-ce que juste tu le faisais pour le plaisir ? J'en avais pas conscience. Je viens d'une famille où on est très économe. Ok. Donc, par nature, quand je gagnais quelque chose ou que je faisais du bénéfice, j'allais le garder de côté, toujours en me disant, on ne sait jamais si j'ai un autre projet. Et c'est toujours cette mentalité-là que j'ai eue sur les années, même quand j'ai eu mes premiers jobs, etc. À chaque fois, je mettais un peu de côté parce que je me disais, le jour où j'aurai un projet, je ne veux pas être bloquée parce que je n'aurai pas le capital et au final, je ne peux pas faire mon projet. Donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais appris à gérer une entreprise et c'est ça qui m'a permis de rentrer dans les écoles de commerce parce que, comme je t'ai dit, j'ai changé de voie last minute. Donc, j'étais vraiment pas prête pour tous les concours d'entrée, etc. Et c'est vraiment quand je suis arrivée aux oraux et que j'ai raconté mon histoire que ça a été un game changer. Ok. On dit, ah ouais, ok, d'accord. Donc, tu pourrais être le prochain Nike. Et même moi, je le voyais pas comme ça. Mais c'est vraiment cool, en fait, que tu aies pu faire ce switch. Et je rebondis sur ce que tu disais par rapport au fait que les conseillers d'orientation, ils te mettent dans des cases. Maintenant que je suis ici au Canada depuis 3 ans, je me rends compte que c'est très français, en fait, de mettre les gens dans les cases, Exactement. Ce que tu disais par rapport à l'entrepreneuriat aussi, c'est vraiment très français de pas encourager les gens. Enfin, je sais que dans le passé, quand j'avais mes 2 projets de création d'entreprise, il y a eu des moments où tu retournes dans le salariat parce que tu as des factures à payer, parce que pour La X ou Y raison, enfin, tu sais, c'est le cycle de la vie. Mais la manière dont ils le voyaient en France, c'est ouais, mais ça n'a pas marché. Hein. Tu sais, c'était tout de suite les... Ok.
On parle d'un truc, j'ai mis mon cœur pendant 2 ans dedans et tout. Ouais, mais ça n'a pas marché. Ouais, mais j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Bon, ok, on va arrêter cette discussion. Mais c'est tout de suite la vision de l'échec, de ça n'a pas fonctionné. Et j'ai vu la différence ici, quand je suis arrivée, j'ai passé mon premier entretien. Donc, ça fait partie de mon parcours, ça fait partie de ma vie. Je peux pas cacher comme quoi j'ai eu deux projets de création d'entreprise. Je peux pas le cacher parce que j'ai travaillé quand même très longtemps dessus. Et la différence ici, c'est waouh, ok, vous êtes entrepreneur. Ok, donc vous avez une autre vision des choses, vous avez des choses à nous apporter, vous avez un autre recul, une maturité qui est différente par rapport aux personnes qui ont juste été salariées. Donc, ok, tu nous intéresses, il y a des choses qu'on va pouvoir faire ensemble. Je me suis dit, ok, donc c'est vraiment pas du tout ce que moi j'ai entendu pendant des années de non, mais ta société, elle a pas marché. Tu sais, la culpabilité on un peu comme une rêveuse, en fait. Ouais. Au lieu de se dire que, mais c'est quelqu'un qui peut peut-être mettre le doigt sur ce qui marche pas dans mon entreprise et voir une vision d'amélioration. Non, on va se dire, ouais, mais elle est un peu dans les nuages. C'est ça. C'est ça. Directement, il te stigmatise. Et c'est pas comme si, ok, tu as le droit de poser des questions, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est comme si c'était pas bienveillant. Donc, ils te posent cette question pour un peu évaluer et eux se sentir confortables dans le fait qu'ils ont choisi le salariat et qu'ils ont choisi de pas aller se démerder pour essayer de faire quelque chose marcher pour eux-mêmes, tu vois. Et ça, c'est la mentalité qui est quand même très présente en France. Et tu disais 2 business, et je me dis 2 business, c'est mignon. Tu as eu moi, personnellement, combien de business, je peux même pas compter, échouer. Combien? Je dirais des plus d'une dizaine, en passant par le marketing de réseau, en passant par plusieurs e-commerce stores, etc., etc. Et en fait, ce que les gens ils comprennent pas, c'est que tu n'es pas censé réussir ton business du premier coup. Tu n'es pas censé générer de l'argent et quitter ton travail à ton premier business, parce que à ton premier business, tu es encore à la phase d'apprentissage. Exactement. Tu n'as pas toutes les connaissances, tu n'as pas tous les outils qui te permettent. Et toute la maturité. C'est ça. Et toute la maturité, l'expérience qui vont te permettre de forcément faire ce business successful, surtout quand tu es seul, que tu es dans un environnement qui n'est pas vraiment propice à ton expansion. Donc, c'est sûr que tu vas passer par ces moments de turbulence-là, et les gens qui te disent « ouais, ça a marché, ils ont juste pas compris en fait que tant que toi, tu n'as pas abandonné, ça va toujours marcher. Tu avances, tu prends de l'expérience, tu prends les outils dont tu as besoin, tu t'allies aux bonnes personnes pour que à la fin, ça marche. » Donc, il y a quand même une bonne divergence de mindset à ce sujet-là. Ça t'apprend aussi, t'apprends entre guillemets de tes erreurs. Tu vois, tu faisais la différence entre ton premier business et celui d'après. Je crois que la première fois que j'ai voulu me lancer, si je compte, je crois quand j'avais 15 ans à peu près, comme toi, je vendais des produits cosmétiques. Je sais plus la marque, c'est Avon. Je sais pas si ça existe encore, mais je faisais du porte-à-porte. En fait, je vendais des produits et du coup, pareil, avec ce que je gagnais, je réinvestissais. J'avais même pas l'âge légal pour travailler. C'est pour ça qu'on a commencé. C'est pour ça qu'on a commencé. J'avais même pas l'âge légal pour travailler. En fait, c'est vraiment ce qui m'a motivée et je vois mon premier vrai projet où, quand je dis vrai projet, c'est celui où j'ai fait un business plan. Enfin, tu sais, j'ai vraiment fait les choses carrées, tu sais. C'était ma marque de cosmétiques il y a à peu près 10 ans et je suis bien contente de ne pas l'avoir fait. Ce projet, je ne l'ai pas lancé au final parce que, pour plusieurs raisons, parce que le marché n'était pas favorable, parce que on sortait d'une crise économique, donc au niveau des banques, je ne comprenais pas pourquoi les banques ne voulaient pas me prêter 150 000 € alors que j'étais au chômage. Franchement, faites un effort. Faites un effort. Vous ne voulez pas me prêter 150 000, je ne comprends pas. Donc, pourtant, j'ai rencontré des business angels qui étaient prêts à mettre 500 000 sur la table, mais j'ai eu la peur du succès à ce moment-là parce qu'ils m'ont dit, tu as du potentiel, nous on croit en ton projet, on met 500 000. Tu t'es dit, est-ce que j'ai les épaules? C'était il y a 10 ans, donc j'avais pas l'âge que j'ai aujourd'hui. J'avais 25, 26 ans à l'époque et je me suis dit, est-ce que j'ai les épaules pour gérer un truc aussi gros? J'ai vraiment eu la peur du succès. Je me suis dit non, je peux pas en fait. Et puis bon, après il y a eu d'autres raisons personnelles qui font que le projet je l'ai pas lancé. Mais quand je regarde comment j'ai
travaillé sur ce projet à l'époque et comment aujourd'hui je travaille sur ma marque, c'est vraiment deux choses différentes. Il y a des choses sur lesquelles tu prends un peu plus confiance parce que, ok, ils m'ont dit j'investis 500 000. Je me suis dit, ouais, mais ça veut dire que vous allez être actionnaire majoritaire, vous allez me reprendre mon entreprise. Alors qu'après, quand tu es accompagné avec des avocats et que tu as la maturité, tu sais que tu as des gens qui peuvent être juste investisseurs silencieux, mais qui n'ont aucun pouvoir de décision dans ton entreprise. Ça, tu le sais après. Tu le sais pas tout de suite quand Richard il te dit je sais pas s'il s'appelait Richard d'ailleurs, j'en sais rien. On va dire qu'il s'appelait Richard. Quand Richard il te dit je mets 500 000, moi le premier réflexe je me suis dit non mais en fait tu me changes mon projet, tu vas me prendre mon entreprise. Et à l'époque j'avais vraiment le côté émotionnel de c'est mon bébé. C'est mon bébé, j'ai travaillé dessus pendant 1 an et demi ou un peu plus. Mais aujourd'hui Kazel c'est un projet de cœur, mais j'ai suffisamment de détachement pour me dire ok, c'est vraiment un projet de cœur, le nom de l'entreprise, etc. Mais si je dois prendre une décision rationnelle, je vais la prendre. C'est pas mon bébé, c'est mon projet de cœur, mais c'est pas mon bébé en fait. Donc j'essaye de me détacher émotionnellement aussi pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et ça, j'aurais pas pu le faire il y a 10 ans. Tu vois. Donc tu sais, ça t'apprend aussi tout ça. J'ai monté une société avec un associé, donc ça aussi, avec un associé, c'est des choses c'est sûr. Hein. Tu te dis, je le fais pas. Lui, on se connaissait pas. Enfin, il a juste posté une annonce, il cherchait un associé, il gérait la partie développement et création de site internet. Moi, je faisais toute la partie commerciale, gestion de projet, communication. Dans ces conditions, c'est un truc que je referais jamais, littéralement, parce que on se connaissait pas. Mais même avec quelqu'un que je connais, c'est quelque chose que potentiellement je ferais pas. Un partenariat, il y a aucun problème. Mais m'associer vraiment à se dire on est à 51-49 et puis tous les deux on doit gérer le projet. Bon, aujourd'hui je le ferai pas, peut-être que dans 3 semaines, 3 mois, 3 ans je vais changer d'avis, mais aujourd'hui je le ferai pas. Mais vous, ce qui est encore plus compliqué, c'est que vous êtes associé pour Foodie Fruity, vous êtes marié aussi. Comment vous gérez tout ça, en fait, le fait de gérer l'entreprise à deux? Mais il y a aussi la vie de couple dans tout ça, parce que vous voyez beaucoup, j'imagine. Every day. All day, every day. All day, every day, on bosse ensemble, qu'est-ce que je t'ai dit? T'as choisi. Vous avez choisi. Mais comment est né Foodie Fruity? Wow. Vraiment La par naissance. pur hasard. Par pur hasard. Tu m'aurais dit, même pas il y a longtemps, il y a 2 ans que j'allais quitter mon travail pour aller être traiteur. Je t'aurais dit, mais ça va pas la tête. J'ai envoyé toutes ces candidatures, je pense que c'est pour aller faire traiteur. Enfin, pas que ce soit pas un beau métier, bien au contraire, mais on était invités chez des amis et elle m'avait demandé de faire un plateau de fruits. Donc elle m'a demandé, ok, t'as besoin de quels fruits? Je lui ai fait une liste et arrivée sur place, j'ai fait son plateau. Et de là, elle a reçu beaucoup de messages. Oh, est-ce que tu vends des plateaux de fruits? Moi, j'aimerais bien t'en acheter, etc. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu les vends pas? Je me suis dit, mais qui va acheter des plateaux de fruits? Tout le monde peut couper des fruits dans sa cuisine. Donc, Oui. le truc, c'est que quand tu fais un événement, tu fais pas que couper des fruits, tu as plein d'autres choses à gérer. Et ça, c'est peut-être quelque chose que tu voudrais déléguer pour te faciliter la tâche. Parce que souvent, c'est quand tu as un événement ou que tu reçois quelqu'un, etc., etc., etc. Et du coup, je me suis dit, ok, pourquoi pas, on va voir. Je commençais mon travail en octobre et je suis arrivée au Canada en avril. 2021. Ouais. Ok. Donc, j'avais pas mal de temps devant moi. Je me suis dit, ok, on va voir. Donc, on a commencé une page Instagram. J'ai commencé à poster des plateaux de fruits. Et puis, j'ai eu mes premières commandes. Ça s'appelait Entre déjà tout Foodie attend. Fruity à l'époque? Ouais. Ouais. C'est pour ça, Foodie Fruity. Mais ça, c'était une page de Ah ouais, c'est Superfood. juste une page, ouais. Un autre des projets. Un autre des projets, encore autre chose. ouais, une des plusieurs dizaines qui ont échoué. Ah mince, je me suis trompée, c'est pas ça. Pour te dire. Donc, ouais, c'est pour ça que ça s'appelait Foodie Fruity. Ok. Parce que on faisait que des fruits. Ok. Donc, ouais, on a commencé par des plateaux de fruits. Puis, un jour, mon mari voulait manger des mignardises salées. Et j'ai trouvé une recette. Donc, j'ai essayé. C'était vraiment pas beau, mais c'était bon. Puis, j'ai recommencé le lendemain. Et ainsi de suite. Et ça devenait beau et bon. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas les vendre aussi? Donc, je les ai postés sur la page. Et au final, tu te rends compte que c'est vraiment les clients qui vont décider de quels sont les produits que tu vas continuer ou pas. Donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on fait majoritairement, des plateaux salés, alors que j'ai appris ça il y a 2 ans. Donc, quand j'ai commencé l'entreprise. Ok. Mais ouais, c'est comme ça que c'est né.
Bah, dis donc, avril 2021, vous commencez Foodie Fruity. Toi, tu venais d'arriver. Tu devais commencer ton boulot En octobre. En octobre. Donc, tu es resté un peu plus d'un an. Toi, est-ce que tu étais déjà... tu bossais dans quelle entreprise? Ouais, donc moi, personnellement, moi, je bossais déjà. Je travaillais en banque, donc pour l'une des grandes banques canadiennes. Donc, et moi, j'ai aidé. Bah, au début, c'était vraiment gérable parce qu'au début, on venait juste de commencer. Il n'y avait pas une énorme demande au point auquel on pouvait pas vraiment balancer ça. Donc, Célia était plus dispo. Elle arrivait à faire certaines choses. Mais au fur et à mesure qu'on ajoutait des produits, au fur et à mesure que la demande augmentait, bah là, c'est sûr que moi, j'ai dû m'impliquer de plus en plus parce que, comme elle disait, tu te lèves pas un jour, tu te dis, ouais, je vais devenir traiteur, tu vois. Et ça, c'est ce que tu te dis, mais dis-toi que toutes les personnes autour de toi se disent la même chose. Hein. Oh, il est devenu traiteur. Oh, il est traiteur, etc., tu vois. Donc, ouais, basically, avec ça, j'essaie un peu d'arranger mieux mon emploi du temps, être disponible la plupart du temps les week-ends. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que à mon travail, à ce temps-là, je travaillais également les samedis. Donc, un samedi sur deux. Le jour le plus busy de la semaine pour les traiteurs. C'était le jour le plus busy pour nous parce qu'à ce moment-là, on se focalisait beaucoup plus sur le B2C. Ouais. Donc, les clients personnellement, parce que bon, les clients, souvent, leurs événements, leur disponibilité, c'était le week-end. Donc, nous aussi, c'était ça. Là, on shift un peu plus également vers la semaine parce qu'on a un peu plus de disponibilité, qu'on s'arrange mieux. Et là, c'est plus du B2B avec les corporates, etc. Donc, c'est vraiment trials and errors, pouvoir trouver la bonne balance, pouvoir trouver la bonne équilibre. Mais on n'avait pas de balance à cette époque. Bah ouais, on n'avait pas du tout de balance. Après, quand toi, tu as commencé ton poste, vous étiez tous les deux à temps plein sur vos emplois et à gérer Foodie Fruity en même temps. Exactement. Mais même si tu as pas vraiment, c'est sûr que tu n'as pas ce que tu veux. Tu n'as pas work-life balance parce que... It doesn't exist. Parce que... parce qu'à un moment, je me dis que, et tout le monde doit se dire ça, tu peux pas vouloir créer une entreprise et ne pas vouloir faire de sacrifices. Donc, ça va de pair. Il faut savoir faire les sacrifices et les bons sacrifices, donc, qui vont ramener au résultat que toi, tu désires. Donc, c'est ce que moi, on a pu comprendre au début et on a fait l'effort qu'il fallait, sachant que c'était le début. Donc, c'était certainement la partie qui allait être la plus dure parce que honnêtement, genre allier le charbon du 9 to 5 et insérer le business. Il y a des journées où on dormait à 2h, 3h du matin et on devait se lever le lendemain à 6h, 7h pour continuer à préparer ou bien pour se préparer à aller au travail, etc. Donc, c'est ce que tu faisais tous les vendredis. Ouais, c'était vraiment une période challenging et ça l'est toujours. Hein, ça l'est toujours. C'est juste que maintenant que tu es passé cette étape-là, tu mets en perspective et tu vois que c'est ça en fait. C'est ça que ça prend. C'est ce qu'il faut faire. Et la prise de risque. Exactement, la prise de risque, y aller, savoir ce que tu veux, y aller à fond, ne pas encore une fois, laisser les gens qui disent autour te rabaisser, avoir confiance en soi et en son projet et y aller, mettre les actions qu'il faut, surtout, ça c'est très important, mettre les bonnes actions qu'il faut pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et c'est sûr que au courant donc, du chemin, il y aura des shifts, il y aura des adaptations qu'il faut faire, etc. Des fois, des choses qui font super peur, des fois, des choses qui font un peu moins peur. Mais moi, personnellement, j'ai quand même la qualité de ne pas être quelqu'un de forcément trop stressé. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai eu à travailler depuis mes débuts, mes arrivées au Canada ici à 17 ans. Avec mes premiers business comme le marketing des réseaux. Donc, ça m'a vraiment déjà appris le développement personnel qui est crucial.
à travers des livres, à travers des vidéos, à travers des mentors que j'ai eu à suivre. Donc, qui m'ont appris également que le succès est intimement lié au nombre de personnes que tu arrives à impacter donc positivement. Donc, une fois que tu as ces concepts-là, une fois que tu as toutes ces informations que tu peux mettre en pratique, donc tu es plus apte à naviguer sous un peu la tempête d'émotions qui vient avec le business. Parce que les émotions, ça peut vraiment être un outil, mais ça peut également être un désavantage parce que c'est soit les émotions te dominent ou tu domines tes émotions. Donc, et justement, c'est là où le développement personnel, l'intelligence émotionnelle rentre en jeu parce que une fois que tu arrives à comprendre, à maîtriser tes émotions, bah, tout devient plus facile. Et ce qui est dommage, c'est que de nos jours, que ce soit dans le système scolaire, que ce soit dans la vie de tous les jours et les chemins que la majorité des gens empruntent, cette partie-là est plus ou moins délaissée parce que personne ne nous apprend comment être développé personnellement. Personne nous apprend les différentes lois qui régissent nos actions. Personne nous apprend comment notre corps fonctionne en tant que tel, comment est-ce que cette chose-là a un impact sur nous et comment on devrait mieux réagir à cette situation pour qu'il y ait une certaine balance dans notre vie. Donc ça, c'est des choses qu'on a dû aller chercher seul, mais également à l'aide de mentors une fois qu'on est arrivé ici. Et je trouve qu'en ce sens-là, le Canada, ça a quand même été une bonne bénédiction. Ouais. Il y a quand même pas mal de choses. J'ai envie d'applaudir. Merci beaucoup. Non, il y a quand même pas mal de choses qui sont vraiment beaucoup plus accessibles ici par rapport à la France. Bah, quand tu entreprends en France et quand tu entreprends au Canada, juste au niveau des organismes aussi d'accompagnement, enfin, tout ce qui est possible d'avoir en termes de bourses, de financement, de subventions, des gens qui vont t'aider pour la partie légale, faire ton business plan, gérer aussi toute la partie financière. Enfin, il y a tellement de choses qu'on s'y perd un peu dans tout ça. Mais moi aussi, ce que je voulais savoir, c'est à quel moment vous vous êtes dit, OK, ça nous prend beaucoup trop de temps entre le 9 à 5, l'entreprise. Toi, je sais, Célia, que tu as quitté il n'y a pas très longtemps. Est-ce que toi, tu es encore en poste ou tu as quitté ? Bon, mon plan est établi et je quitte dans moins de 2 mois. Bravo. Donc, merci beaucoup. J'applaudis encore. Merci vraiment, beaucoup. bravo. Donc, honnêtement, d'abord, Célia est passée par la transition et tout, et elle me parlait un peu de comment ça se passait pour elle, ce qu'elle voyait, etc., etc. Donc, au début, j'étais pas très pour ça parce que je trouvais que c'était pas forcément le bon timing. Okay. Mais après, quand je me suis posé, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le business, moi, on me donne... s'il y a des commandes ou quoi que ce soit, je regarde. S'il y a des productions à faire, je produis, etc. Mais ce qui est finance et tout, les comptes bancaires, etc., je regarde pas trop. Je sais pas. Quelqu'un qui travaille en banque en plus. En plus, hein, t'as vu? C'est fou, hein? Ouais, c'est fou. Justement, c'est fou. Mais justement, c'est parce que je veux pas forcément trop me concentrer sur cet aspect-là financier. C'est ton métier de base, donc t'as peut-être pas envie de le faire. Exactement. En plus de ça, j'ai pas trop envie, mais je veux pas que ce soit l'unique ou bien un des drivers qui peut permettre un peu de flouter mes decision making, tu vois. Donc, je vais regarder, mais je vais essayer le maximum de ne pas être émotionnellement attaché à ça. Mais souvent, quand Célia vient me mentionner... tirer les oreilles, t'attrape par le col. Ouais, effectivement. Il y a ça qui vient. Tu vois, il y a telle chose qui se passe. Et genre, c'est ça qui me permet de voir qu'en vrai... on est quand même en train de grandir, on est quand même en train d'évoluer parce que moi, c'est pas que je voyais pas ça, mais j'avais la tête baissée. Truc. Ouais, exactement. voilà, tête baissée, tu fonces.
I'm not looking to reap the fruits maintenant. Je suis pas venu pour récolter maintenant. Donc, c'était plus au charbon. Mais pour supporter son point d'émission et d'aller full-time, justement, elle m'a exposé ces points-là. Donc, certains montants conséquents. Les KPI. Ouais, les KPI, basically, les KPI. C'est ça. Et quand j'ai évalué les papiers et tout, je me dis, attends, it has to make sense. Et si ça fait du sens, moi, je comprends pas. Si moi, je suis au travail de 9 à 5, des fois même moins, des fois le week-end aussi, exactement, pour me faire payer un certain montant, alors que je dois allouer 100% de mon temps, de mon énergie à cette personne-là, et souvent étant entouré de personnes que, pour être honnête, je les aime pas fort. I don't really fuck with them. Je les aime pas forcément. Tu enverras le lien du podcast à tes collègues. Voilà, ils vont tous le voir, je le cache à personne. Mais ça, c'est la réalité. Des fois, et ça, c'est pour tout le monde. C'est juste ne pas être hypocrite, moi, je dirais. Parce que, tu vas pas aimer tout le monde. Tu vas pas forcément vibrer avec tout le monde. Moi, j'aime pas me lever le matin aussitôt, me taper le trafic, aller au taf, me caler là-bas dans un bureau, etc., etc. Et surtout vendre des produits financiers que tu sais qui ne sont pas les meilleurs. Surtout, et vendre des produits financiers ou n'importe quel type de produit auquel moi, je ne crois pas. C'est ça, en fait. Parce que et je pense que les gens... le corporate world et tout, ils ont du mal à grasp ce changement-là cette transition qui est en train de se passer donc dans les générations avec les Gen Z, les millennials, etc., etc. Les gens sont plus éveillés. Les informations sont disponibles à profusion. Donc, moi, j'ai également un rationnel. Je fais des propres analyses pour déterminer si ça fait du sens ou si ça fait pas de sens. Maintenant, quand je vois quelque chose qui fait pas de sens, non seulement pour moi, mais aussi pour des personnes auxquelles je propose ces produits ou ces services-là, c'est sûr que c'est décourageant. Ça donne pas envie, c'est sûr. Mais ça donne pas envie. Comment tu veux t'investir sur un truc que tu crois pas, en fait. Je pense que c'est la racine de tout. Bon, il y a la passion, certes, mais en dehors de la passion, si tu crois pas en ton produit et t'es voué à le vendre tous les jours à des clients, et qui n'y croient pas non plus. Et le truc, c'est jusqu'à ton dernier souffle, tu as une certaine pression, certains objectifs de vente de ce produit-là, que tu sais que ce produit-là, ce n'est pas... Ça vaut rien. C'est juste ça coche des cases, en fait. Exactement, c'est juste cocher des cases et tout, tu te rends compte que, en vrai... Ce que tu fais n'a aucun impact. Ce que tu fais n'a aucun impact, mais ils s'en foutent un peu de toi. Faut être honnête, genre. T'es un pion. Mais c'est exactement ça. Ils s'en foutent un peu de toi. Bancaire. Ce qui est important, et la dernière fois, j'écoutais un podcast de Gary Vee, je sais pas si vous le connaissez, et justement qui date de plusieurs années. Et il mentionnait ça. Il dit que dans le corporate world, les gens sont assis autour des tables de conférences, dans les boardrooms, et prennent des décisions prédiquées uniquement sur comment ils peuvent avoir le plus de bonus possible. Et quand tu fais ce genre de décision-là, c'est sûr et certain, et quand tu as ce genre d'attitude, ce genre d'influence, c'est sûr et certain que il y a des downsides à ça. Et moi, justement, il y en a certains qui vont pas parler, il y en a certains qui vont juste se mold dans le process. Ça correspond aussi, ils sont bien dans leur... Absolument. Ils sont bien dans ce mood-là. En fait, je disais souvent à une de mes amies, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Exactement. T'as des gens qui sont faits pour ça, t'as des gens qui sont faits pour avoir un 9 à 5 jusqu'à la fin de leur jour, et c'est OK. Donc c'est sûr que ce système-là, que ce soit système bancaire, ou on le retrouve beaucoup aussi dans certaines entreprises de TI, donc je vais pas citer de nom. On va pas snitch ici. On va pas citer de nom. On va pas citer de nom, on va pas snitch ici. Mais ouais, ça se voit beaucoup dans certaines entreprises de TI où t'es juste un pion dans tel projet. Parce que eux, ce qu'ils voient, c'est le chèque qu'ils vont toucher du client, c'est OK, le projet, est-ce qu'on va le livrer ou pas. Donc, c'est important aussi de connaître sa valeur, de savoir, OK,
moi je veux ça, ça me correspond pas, et tu prends la décision comme t'as pu le faire. C'est là, comment ça s'est passé toi, ta transition de ok, je suis à temps plein et puis finalement j'arrête. Est-ce que ça s'est bien passé justement avec tes managers de se dire ok, ouais, j'arrête, très quoi. bien. Ouais. Très bien, contre toute attente. Donc dans le Big Four où je travaillais, on a un conseiller de rendement. Donc c'est une personne avec qui on a des meet-up réguliers, quand ça va pas. Moi je suis pas très demandante, donc on s'est pas beaucoup parlé. Mais aussi, par exemple, quand tu veux envoyer ta démission, tu dois remplir un formulaire et avant de remplir ce formulaire, tu dois la contacter. Donc, Ok. tu peux pas partir comme tu veux. Ah, tu peux pas faire ça discrètement et partir en courant. C'est ce que j'ai essayé de faire. Donc, j'ai commencé à remplir le formulaire et tout. Et au moment où tu dois envoyer, il y a écrit comme un disclaimer que tu dois cocher. Oui, j'ai bien parlé avec ma conseillère de rendement. So I was like, OK. Mais est-ce qu'elle est contactée à ce moment-là? Enfin, ça, j'ai l'impression que c'est très procédurier des très, très grosses entreprises. Exactement. Ouais. Elle n'est pas contactée à ce moment-là, mais en gros, je pense que ta demande ne va pas passer. Enfin, ils ne vont pas prendre en compte. Mais actually, on ne peut pas refuser ta démission. Mais heureusement, encore heureux. Ouais, non, mais ça arrive. Tu sais, ça arrive, tu as des entreprises où tu dis, non, je démissionne. Ils disent, ouais, mais non. Comment ça, non? Comment ça, non? Non, mais ça, franchement, c'est déjà arrivé. Pas à moi personnellement, mais c'est déjà arrivé t'essayes de démissionner, on te dit, mais non, puis on essaie de te promettre des choses, mais il y a tel projet qui arrive, il y a tel bonus qui arrive, il y a telle prime qui arrive, ça, on a besoin de toi. Tout d'un coup, tu deviens indispensable dans cette entreprise, alors qu'avant ça, t'étais là, t'étais pas là, ça changeait absolument rien. Ouais, là pour le cas, j'ai pas voulu faire le truc et qu'elle soit avertie après. Je me suis dit bon, je vais lui envoyer un courriel. Donc j'ai envoyé un courriel et ce qui s'est passé avant, c'est que j'étais assez surmenée. Donc ISO comme moi, juste avant de prendre la décision de go full time, on avait eu des promotions. Donc, ça veut dire plus de responsabilités. Ton job attend plus de toi. Et en même temps, l'entreprise aussi était en train de grandir. On commençait à avoir plus de contrats corporate qui nécessitaient qu'on soit disponible la semaine. Donc, c'était soit on va travailler toute la journée sur Foodie Fruity et toute la nuit, on va rattraper notre travail. Ou alors, on va prendre la journée off. Sauf qu'on n'a pas tant de journées off que ça. Journée off, journée off, c'est une bataille. C'est une oui, lutte. En plus. Dis-toi que même quand tu es malade, moi, justement, dans une des compagnies où j'ai travaillé, même quand tu es malade, dis-toi que j'avais le Covid. Ouais. J'étais malade, mais ils m'ont quand même demandé, et c'est comme s'ils expectaient ça de moi, ils attendaient ça de moi, que je travaille de la maison. Alors que j'ai le Covid, bro. T'es en train de mourir. Je suis à 2 doigts de crever. Et cette période, honnêtement, ça m'a fait quand même réfléchir. Hein. Je me dis, attends, mais qui suis-je? C'est là que tu vois ton environnement de travail. Est-ce qu'il y a une ambiance qui est saine? Est-ce qu'ils ont des valeurs humaines? Mais pour qui ils me prennent? Tu te poses certaines questions, etc. Et moi, personnellement, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale et je savais que j'allais pas être dans le marché de l'emploi à vie, mais c'est juste que ça a accéléré le processus, quoi. Exactement. Toutes ces choses-là. Et c'était pas forcément dans une seule entreprise, mais des choses que j'ai eu à voir même si c'était pas envers moi, hein, mais envers des collègues, etc. Donc, c'est des choses comme ça qui te font un peu accélérer le pas. Et moi, de mon côté, on dirait que c'était une porte ouverte et c'était une opportunité que Dieu m'a tendue. Donc, pour me dire que voilà, ton business, il est en train de grow en si peu de temps. Et le truc, c'est que il y a des choses et des opportunités que tu ne vas pas voir et que tu ne vas pas pouvoir saisir tant que tu n'as pas quitté
ton emploi. À 100%. Ça, c'est sûr et certain. 100%. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'événements auxquels tu ne vas même pas penser. Pourquoi? Parce que, oh shit, je dois travailler. C'est pas dans ton horizon actuel. Dans 9 à 5, oh, je suis pas dispo. La majorité des trucs, des commandes, etc., des partenariats, des idées même qui vont te venir dans la tête, que tu peux même pas imaginer, qui vont pas t'arriver si tu es dans un bureau en train de essayer de vendre un produit financier ou peu importe à quelqu'un ou bien on sent le trauma quand même un peu du produit financier. Mais je comprends ce que tu veux dire parce qu'en fait dans mes 300 000 vies j'ai travaillé en banque aussi à l'époque quand j'étais en France. Non mais c'était en job d'été partout. Non c'était pas je faisais pas ça tout le temps mais bon j'aurais pu mais j'ai travaillé en banque c'était en job d'été mais finalement je l'ai fait pendant 3-4 étés consécutifs dans la même agence et j'étais impulsif de je continue l'école, je vais travailler en banque, je savais pas trop. Bon, j'ai continué l'école, mais effectivement, c'est très formateur de travailler en banque. Mais je voyais mes collègues qui étaient conseillers financiers OK, on a eu les objectifs du groupe. Faut que je vende tant de contrats, tant de produits ou autres, et sinon j'ai pas atteint mes objectifs, sinon j'ai pas ma prime. Donc quand moi j'ai ma conseillère personnelle qui me dit est-ce qu'on peut se faire un petit rendez-vous, on fait connaissance, puis on fait connaissance, ok, mais elle essaie de me vendre ci, de me vendre ça, des assurances et tout ce que tu veux, puis bon, moi je la laisse parler, je la laisse faire son travail de commercial, mais je lui dis mais en fait non. Parce que je sais que vous touchez telle prime sur tel produit, donc non. Mais elle savait vraiment pas où se mettre. Elle se disait mais non, moi je pense à votre bien-être et tout. Non, mais en fait des assurances j'en ai déjà. Tu penses surtout à ta prime parce que tu as besoin de cocher des cases dans des contrats. Donc je comprends ce que tu dis, le fait de vendre tant de contrats. Et les primes, moi je dis les primes c'est même pas un gros problème si ce que toi tu offres c'est quelque chose de valeureux. Parce que je comprends qu'il faut compenser la personne, etc. Mais le fait que il y ait cette pression de prime qui permet déjà le produit qui n'est pas forcément valuable, tu forces quelqu'un à vendre ce produit-là. Des fois, c'est pas de sa faute. Des fois, ton produit est un produit je veux pas employer certains mots, mais c'est des produits basiques qui ne fonctionnent pas. Je vais te donner un exemple. Pendant une certaine période, pendant le Covid ou un peu avant, certains produits qu'on vend en banque, c'est des fonds mutuels et ça garantit certains rendements annuels ou des CPG, certains rendements. Dis-toi que tu dois placer un des produits d'investissement, tu dois placer ton argent qui est bloqué pendant 1, 2 ou 3 ans et tu as un certain pourcentage annuel. Tu sais, c'est combien ce pourcentage-là durant cette période? 0,05%. OK. Tu vas... Qu'est-ce que tu dis au gars? Viens, donne-moi ton argent, tu vas avoir 0,05% dans un tel... Mais fais-moi confiance. Mais fais-moi confiance. Et le truc, c'est... Don't get me wrong. J'arrivais à vendre le produit. Ça, c'était pas un problème. Mes objectifs étaient atteints, étaient même plus que atteints. Mais c'est pas en accord avec ta morale. Exactement, mais c'était pas en accord avec moi, en fait. Exactement. Surtout que moi... La finance m'intéresse et j'ai eu également à prendre beaucoup d'expérience et beaucoup d'informations sur la crypto-monnaie. Donc, et c'est quelque chose sur lequel j'ai investi depuis longtemps. J'ai également investi dans des stocks, etc. Donc, l'investissement, c'est quelque chose qui me passionne, même sans la banque. Parce que pourquoi? J'aime l'argent, j'aime faire grandir l'argent, mais j'aime également faire accroître mon argent le plus rapidement possible avec le moins de risques associés à ça. Donc, en faisant mes recherches, en testant des choses, et j'ai vu que avec cette stratégie, avec ce produit-là, j'ai réussi à générer tel nombre de retours que si le client, il était là, il allait générer peut-être dans 5-10 ans. Donc, c'est sûr que ça me pose un problème de conscience, me dire que est-ce que ce que je fais, ça vaut vraiment la peine? Et le truc, c'est que peu importe ce que tu peux penser du produit, etc., c'est que eux, ils vont pas te dire que ça, c'est pas un bon produit. Ceux qui le vendent le produit, les banques ou les institutions financières, ils vont pas te dire que ce produit-là que tu es en train d'offrir, c'est pas un bon produit. C'est sûr, ils veulent le vendre. Donc, ils vont, peu importe les arguments que tu peux leur poser, etc., ils vont te dire, mais non, regarde ça, mais non, regarde ça, etc. Des fois, ça dépend aussi des conseillers. T'en as qui sont transparents et ils vont te dire... Je te le recommande pas, en fait, ça te sert à rien. Absolument. Ils vont te le dire franchement. Ça, mon conseiller, bestie d'ailleurs, mais mon conseiller, je sais qu'il me dit non, ça je te le recommande pas, ça te sert à rien, c'est pas
ça te sert à rien, ça va te faire payer des frais pour rien. Je me suis dit, ok, à partir du moment où on a cette proximité, où tu es en mesure de me dire, c'est pas bon pour toi, ok, bah c'est bon en fait. Mais Ça crée un lien de confiance. Absolument. Ça crée un lien de confiance. Dis-toi que quel est le pourcentage de ça, de ce type de personnes-là, sachant que... Il y en a peu. Hein. Malheureusement. Bien sûr. Sachant que tu dois vendre pour te faire reconnaître, tu dois vendre pour te faire tel. Peut-être qu'il doit vendre autre chose en fait. Je sais pas trop comment il fonctionne, mais je pense qu'il doit vendre autre chose. Moi, je me dis que peut-être que on devrait un peu inverser certains rôles, se dire que peu importe, hein, que ce soit n'importe qui, quand tu vends quelque chose, quand tu vends un produit ou service, que ce soit Foodie Fruity ou peu importe, quand tu vends un produit ou un service, mets-toi à la place du client. Mais complètement. Parce que moi, je me dis, c'est là, même en dehors de tes profits. Ton produit doit résoudre le problème du client. C'est la base. Et comme tu viens de mentionner la transparence que ton conseiller a eue avec toi, ça a renforcé les liens. C'est-à-dire que même si ton conseiller là, il t'a pas vendu ce produit aujourd'hui, il a bâti certains liens de confiance. Jugement. Exactement. Et il peut peut-être te vendre plus tard quelque chose auquel tu adhérais, que ce soit dans le même secteur ou pas. Donc moi, je me dis que se focaliser d'abord sur le client, ce dont il a besoin, être transparent et honnête sur ce qu'on offre, que ce soit nourriture, que ce soit peu importe, c'est vraiment la base. Parce que de un, ça te donne du feedback et ça te permet de grandir, mais de grandir de la bonne manière. Parce que ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de clients pour après qu'ils se rendent compte que c'était une fraude et qu'ils doivent tous te quitter. Ça va te faire plus mal qu'autre chose, tu vois. Et ça, on essaie quand même de vraiment bâtir ça solidement avec Foodie Fruity, la confiance avec les clients. On est en train de mettre en place un reward system et vraiment pouvoir être ouvert et prendre le maximum de critiques et d'informations pour pouvoir améliorer notre compagnie, je dirais. Déjà, vous avez ma pleine confiance. Merci beaucoup. Non, mais vraiment, je crois que c'était au mois d'août qu'on s'est rencontrés à Black Woman Market. Et on va parler de quelque chose qui m'obsède au quotidien. Qu'on a oublié d'amener aujourd'hui. C'est pas grave, mais je vais le dire. En fait, bon, vous faites des milliardis salés, des milliardis sucrés, mais surtout, vous faites du bissap. Donc, il y a le bissap classique, mais celui que j'ai dans mon cœur, vraiment, le bissap blanc, mangue, ananas. Alors, déjà, moi, quand j'entends bissap, ça me rappelle mes vacances au Sénégal où si je pouvais en boire tous les jours, j'en buvais tous les jours. Après, pas tant que ça, parce que là-bas, ils le font quand même très, très sucré. Ouais. Donc, il fait chaud, faut choisir ta bataille, en fait. Soit tu bois un truc sucré, soit tu t'hydrates avec de l'eau, tu sais. Mais déjà, je connaissais pas du tout le bissap blanc. Mais en plus, le bissap blanc, mangue, ananas, mais comment vous est venue cette idée de dire, ok, je vais vraiment pas faire comme tout le monde, je vais varier les saveurs, parce que vous faites aussi un bissap rouge fraise grenade. Exact. C'est ça? Rien que d'y penser, ouais. Alors, franchement, merci à ma belle-mère. Elle m'a donné un stock de bissap rouge, de bissap blanc, de fruits de baobab. Donc après le mariage, elle m'en a donné un stock. Et de là, j'ai commencé à faire mes expériences. Okay. Et mon mari aussi est rentré de la banque un soir. Il m'a dit, ouais, pourquoi t'essaierais pas le bissap blanc avec de l'ananas, etc. Je lui ai dit, ah ouais, c'est comme ça que ça se fait, parce que pareil, j'en avais jamais entendu parler. Donc j'ai cherché une recette sur Internet. J'ai essayé avec de l'ananas. J'ai posté la recette ensuite sur Foodie Fruity. Donc à l'époque, on faisait beaucoup de partage de recettes. On a arrêté parce qu'à chaque fois, on nous demande d'acheter les recettes qu'on propose. Donc, en termes de charge mentale, c'est compliqué. Ouais, il faut gérer ça. Ouais. Et j'aime pas dire non. Voilà, I'm a people pleaser. J'aime pas dire non. Donc, je préfère ne pas me mettre dans la situation, tout simplement. Et puis, on a un client qui nous a dit « Oh, ça a l'air magnifique et tout. Vous pensez que je peux faire ça avec de la mangue ?» Je me suis dit « Pourquoi pas ?» Je me suis dit pourquoi pas. Donc, ça a attiré ça a attiré ma curiosité. Je me suis dit moi aussi je vais essayer. Donc j'ai essayé avec de la mangue et tout, c'était doux, c'était bon. Donc d'abord juste mangue. Alors, ouais. d'abord juste ananas, après juste mangue. Après je me suis dit tiens, on va mélanger les deux. Oh my God. Et voilà.
Et c'est de là que vient le super bissap blanc Mangananas qui Exact. m'obsède depuis août 2022. Mais littéralement, en plus, tu sais que à chaque fois je te le dis, j'arrête pas d'en parler à toute la terre. Les gens se disent, elle doit toucher une commission à chaque fois qu'elle en parle, mais même pas. Même pas, je le fais vraiment généreusement parce que c'est juste trop bon. Enfin, les gens qui connaissent pas, voilà, vous ratez quelque chose. Vous ratez, hein. Nos bissap Mangananas sont actuellement disponibles au Black Women Market, la boutique éphémère sur Place Versailles. Yes, sir. Pour une durée limitée. Boutique éphémère. Jusqu'au 8 avril, c'est ça? Oui, exactement, jusqu'au 8 avril. Jusqu'au 8 avril. C'est Donc, vraiment, allez-y. Je vous recommande. Allez-y. Moi, j'ai déjà goûté. C'est bon, je connais. Je laisse ma place aux autres pour la découverte. Mais non, vraiment bravo d'avoir su différencier tes produits parce que n'importe qui peut faire du bissap. Exact. N'importe qui peut vendre du bissap, mais c'est quoi votre valeur ajoutée? C'est que toi, tu as décidé d'ajouter des saveurs supplémentaires. Et c'est aussi comme ça que tu te différencies. C'est comme ça qu'on se souvient de vous au final, parce que vous faites pas comme tout le monde. Vous avez votre petite touche personnelle. Et le fait... moi, j'avais déjà passé commande une fois chez une copine. J'ai une autre amie qui avait passé commande au mois de février pour son anniversaire. Je sais pas si c'est toi qui as livré ou pas. Et elle m'envoie un message, elle me dit oui, tu connais pas un traiteur et tout. Direct, je lui balance le site, passe commande. Je mets même la page où il fallait qu'elle passe commande. Je lui dis non, mais tiens, elle me dit non, mais en fait, toi, je te demande un truc, tu connais toujours toute la terre, tu vois. Donc, je lui dis non, mais passe commande tout de suite. Et je lui dis bon, prends ce que tu veux à manger, mais par contre, prends le bissap blanc. Je te le dis ça comme ça. Soit tu décides de partager avec tes invités ou pas, ceci ne me regarde pas, mais en tout cas, prends le bissap blanc. Donc vraiment bravo pour cette découverte et puis ces saveurs. Vraiment, je peux que vous souhaiter le meilleur. Moi, j'ai une dernière question parce que tout à l'heure, tu parlais de développement personnel. Moi, je me réoriente dans le bien-être, donc c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur, le développement personnel, l'hygiène de vie. Qu'est-ce que vous faites pour justement essayer d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir votre me-time? Est-ce que vous avez une routine matinale, une routine du soir? Est-ce que vous faites du sport? Enfin, qu'est-ce que vous faites? Bon, moi, je dirais que d'abord, je voudrais remercier un peu les plateformes de réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok et tout, parce que vraiment, une des raisons pour laquelle on a réussi à grandir en si peu de temps, c'est grâce à ces plateformes-là et grâce à une certaine maîtrise qu'on avait de ces plateformes-là et des outils qu'ils mettent à disposition comme la publicité en ligne. Donc aujourd'hui, on accompagne également des petites entreprises à développer leur marque à l'aide des publicités en ligne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. On va faire un petit résumé de votre marque, là où vous en êtes et comment on peut vous aider à atteindre vos objectifs financiers et quitter vos emplois. Bref, pour revenir à la question, tu as mentionné un peu balance, notre me time, etc., etc. Et la vérité, c'est que c'est difficile au début d'avoir un certain balance, d'avoir un certain me time, etc., parce que la priorité, c'est quoi? La priorité, c'est fulfill les commandes des clients et qu'ils soient satisfaits. C'est-à-dire que notre temps libre et occupé était un peu basé sur celui des clients parce que c'est eux qui commandent aux heures qui les arrangeaient le plus et nous, on essaie un peu de s'adapter à ça. Mais par contre, ça, c'est quelque chose qu'on a compris qu'il fallait faire et que on a accepté donc dès le début. Et justement, le développement personnel, ça nous a un peu aidé à savoir que voilà, ça, c'est des choses par lesquelles tu dois passer et surtout nous a aidé à réussir à mieux les gérer, mieux les surmonter. Par contre, on est quand même très complices, on est bien potes, donc on sort souvent ensemble, faire des trucs à deux. Moi, je suis très aventurier, elle aussi, donc moi, j'aime bien prendre très, très souvent des vacances. Okay. Donc, très souvent... Bon, autant que possible, tu vois. Donc, que ce soit dans d'autres pays, que ce soit aller visiter d'autres choses et tout. Faire quelque chose de nouveau, quoi. Exactement. Moi, je suis vraiment quelqu'un de outgoing. Donc, je fais de la chasse, j'aime pêcher, je fais de l'équitation, j'adore le sport. Ouais, je fais quand même pas mal de choses. J'aime bien découvrir les nouveaux trucs. Comment on appelle ça?
J'ai pas envie de dire homme de Cro-Magnon, pas dans ce sens-là. C'est vraiment pas dans ce sens-là. T'as pas envie de le dire, mais... C'est dans le sens que c'est quelqu'un qui est passionné par la subsistance, on va dire. Tu vas pêcher sa nourriture, chasser sa nourriture, en fait, il aime le process. Exactement, je dirais que voilà. Tout le process. Exactement, c'est le processus en fait. Parce que, et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui minimisent cet aspect-là. Non, mais chacun ses passions. Non, mais justement, mais c'est crucial. Je sais pas, moi j'ai envie de manger du saumon. Enfin voilà, comme tout le monde, je pense que je vais aller soit à la poissonnerie ou au supermarché et tout. Je vais pas dire, allez, je prends ma canne à pêche. Pour la majorité du temps, oui. Pour la majorité du temps, oui. Mais moi, je trouve que ça, c'est de nouvelles... Parce que ce qu'il faut comprendre... La majorité des gens ont peur. De quand ça gigote au bout de ta canne. La majorité des gens, ils ont un peu peur d'aller à la découverte de nouvelles expériences, alors que ça crée de nouvelles connexions, des nouveaux neuropathways qui te permettent que même toi, tu ne sois pas conscient, ça te permet d'être plus vif, d'être plus alerte, d'avoir une plus grosse ouverture d'esprit sur plein de choses. Peut-être qu'aujourd'hui, aller pêcher, aller chasser, la connexion avec la nature, aller vers l'équitation, etc., le sport. Je suis convaincu que c'est des choses qui ont un impact, mais très conséquent sur... Ça libère des hormones aussi. Exactement. Et de mieux penser des différentes idées que tu as, parce que je pense pas comme les autres. Je sors des fois de certains... j'essaie le plus possible de tap into my creative mind, mon mental créatif, parce que c'est là d'où tu produis vraiment des choses extraordinaires. Donc, j'aime pas vraiment faire les mêmes choses que les autres. Et ça se ressent même dans mon approche du business. Donc, on aime bien tester des choses qui sont un peu différentes et voir un peu ce que ça donne. At the end of the day, tu as pas répondu à sa question. Est-ce que tu as une Il m'a dit qu'il fait de la chasse, de la pêche, de l'équitation. Bon, moi, je dirais que routine, bien sûr. Moi, je trouve que la spiritualité, c'est quelque chose qui est crucial. Ouais. Donc, moi, je suis un musulman. Je crois en Allah. Et quand je me lève et tout, genre, la spiritualité me permet de me reconnecter à travers la lecture du Coran, les prières, etc., etc. Donc, s'il y a vraiment routine, c'est ce que je dirais. Mais bien sûr, également, se lever tôt, prendre sa douche, les amis. Brosser vos dents. Se lever tôt. Quand tu as des commandes à faire, tu te lèves tôt. Et ça, c'est la majorité du temps. Mais bien sûr que j'aime aussi ne pas me lever tôt. La base, bro. Tu nous as dit tout à l'heure, tu nous as dit quoi? Que ça te faisait chier de te lever tôt pour aller au taf. Mais je suis... Encore une fois, ça me fait chier de me lever tôt pour aller au taf. Je le répète, je le réitère. Mais ça, mais si c'est pour toi, c'est différent. Exactement. Quand c'est pas pareil. Mais c'est totalement différent. Mais c'est de la discipline, tout ça, en fait. Exactement. Encore hier, j'ai une copine, elle était au gym, elle me disait non, mais j'en peux plus. Le soir, il y a du monde et tout. Je dis moi, écoute, j'ai arrêté d'y aller le soir parce que j'aime pas les gens. Enfin, j'aime pas les gens. Non, mais quand tu vas faire ton sport, c'est pas pour rencontrer les gens. Ouais, mais quand il y a beaucoup de gens, ça te dérange. Quand il y a beaucoup de gens, ça t'énerve littéralement parce que t'as pas accès à tes machines, ceux qui bossent, puis t'as ceux qui parlent. Moi, j'ai pas le temps. Moi, j'y vais à 7h le matin. Et encore, je trouve que c'est tard. 7h? Ouais. Ok. Pas mal motivé, hein? Discipline. Ouais. Non, je suis pas motivée. Parce que tu sais, quand il y a la neige, la tempête de neige, il faut enjamber la neige pour... Non, c'est pas de la motivation, c'est de la discipline. C'est juste que j'ai choisi mes batailles. Je veux pas y aller le soir pour pas croiser les gens. Le midi, ça me correspond pas. En ce moment, je travaille pas. Lundi, j'étais à 7h du matin. Et pourtant, je travaille pas. En fait, la vie, elle est faite de choix. Je pourrais dormir jusqu'à 9h, 10h et me dire, je me repose. Ou je pourrais me lever à 6h, 6h30, me dire, je vais au gym le matin à 7h, je fais ma séance et après, j'ai toute ma journée. Je fais le choix d'y aller le matin. Et pourtant, je te dis, moi, 7h, je trouve que c'est tard. J'aimerais avoir ça va venir. Ça va venir, d'y aller même avant 6h le matin, et parce que tu récupères différemment quand tu y vas le matin, c'est ce que j'ai compris pour moi. Tu es beaucoup plus performant aussi en termes de concentration. Vers 15h, tu as quand même la petite chute aussi, tu vois, d'énergie, mais de manière générale, moi, je trouve que des bénéfices à y aller le matin. Absolument. Donc, est-ce que toi, Célia, il y a peut-être quelque chose que tu fais peut-être toi, toute seule, ou est vraiment ce que vous faites que des trucs à deux pour... Moi, j'ai eu la capacité de reprendre le sport quand j'ai quitté mon travail. Okay. Donc, vraiment... Tu prenais pas le temps avant? Ma vie, en général, devenait trop difficile en faisant les deux. Et c'est pour ça que je me suis dit, voilà, il faut prendre une décision.
Là, c'est plus possible. J'avais burn-out aussi parce que oui. je voulais... Les burn-out, t'inquiète qu'on les ressent. Hein. Parce que je voulais me donner... je voulais voir le potentiel de mon entreprise. Quand je commence quelque chose, je veux aller au bout. Je veux pas avoir de regrets. Et je voyais qu'il y avait du potentiel. Je voulais l'exploiter. Et c'était aussi quelque chose pour moi qui allait me donner la capacité de prendre cette décision, soit de me donner à fond dans mon travail, soit de me donner à fond dans mon entreprise. Mais je savais très bien que depuis toujours, c'est l'entrepreneuriat qui m'attire. Et j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne pour moi. Donc, j'ai pris cette décision. Le fait de vouloir atteindre le potentiel, ça faisait que je m'étais dit, OK, je vais refuser aucune commande. Okay. Je vais tout accepter. Je voulais pas penser aux conséquences nécessairement que ça pourrait avoir. Je t'ai dit, j'y vais all-in. Exactement. Et puis après, parce que quand tu te poses trop de questions, finalement, tu le fais pas. Donc, je me suis dit, OK, je vais tout accepter. Je vais faire ça. Je vais voir où ça me mène. Et là où j'ai eu ce déclic, c'est quand j'ai eu besoin de prendre des vacances parce que j'en pouvais plus. Ça faisait déjà plus d'1 an qu'on n'avait plus nos week-ends. Puis là, l'accumulation de Foodie Fruity qui explose, nouvelles responsabilités au travail. Je veux faire les deux, mais du coup, ça fait que je dois rattraper mon travail le soir. Du coup, je dors pas. Ou alors, on a des petits déjeuners pour 100 personnes à préparer. Du coup, on dort pas parce qu'on le prépare toute la nuit. Et que mon travail m'a dit non. Alors que j'étais pas bookée. J'avais mon agenda vide. Ils ont refusé tes vacances. Ouais, ils m'ont dit non. J'ai eu un appel d'une directrice exécutive qui m'a parlé comme si j'étais sa fille. Vraiment comme du n'importe comment. En gros, je suis pas professionnelle. Mon attitude est irrespectueuse. On m'a jamais dit ça dans le cadre professionnel. Ouais, jamais le déclic en fait pour jamais. Dire c'est genre bail. Pas professionnelle, irrespectueeuse. Ça c'est pas jamais vrai de ma du vie. tout. Et j'aimerais juste rebondir sur ça. Ça m'a choquée. Très pro, très tout. Donc et je suis pas quelqu'un qui se fait remarquer au travail, pas que ce soit une mauvaise chose, mais je suis vraiment discrète. Donc qu'on me dise tout ça alors que j'ai toujours fait en sorte d'accommoder mon travail, etc. Je me suis dit, mais attends, ça va pas. On me demande de faire des inventaires tous les 4 matins. On me met de garde le week-end de mon anniversaire. Et puis quoi encore ? J'ai juste demandé une chose, et là, c'est parce que j'en peux plus. J'ai demandé 1 semaine pour partir en vacances parce que j'ai besoin de couper. Parce que là, ils savent pas nécessairement que j'ai une activité à côté parce que ça les regarde pas. Non, mais c'est juste qu'à l'instant T, tu leur dis, là, j'ai besoin d'une pause. En fait, c'est physiquement, mentalement, j'en peux plus. Exactement. C'était même pas pour des raisons selfish, tu vois. Donc là, c'était vraiment pour ma santé mentale, j'en avais besoin. Et là, ça a été le déclic. Et c'est là que j'ai découvert le formulaire de démission. Right away. C'est dit, en fait, finalement, c'est pas mal. Moi, je suis rentré directement, boum, je pense qu'elle m'a dit... Ils me voient en train de remplir le formulaire. Je vais démissionner. J'ai dit, on va se calmer un peu, on va réfléchir, on va discuter, etc. Et comme, encore une fois, c'est les émotions sous le coup Mais je la comprends tout à fait. C'est normal. Mais c'est légitime aussi de dire, on m'a jamais manqué de respect à ce point. Exact. Donc, faut prendre des décisions à un moment donné. Donc pour moi, ça a été le déclic. Et de là, en fait, je me suis dit, OK, c'est pas le meilleur moment parce que si je pars maintenant, je leur dois de l'argent. Parce qu'ils te donnent des primes qui te retiennent jusqu'à une certaine date. Et si tu pars avant, tu dois les rembourser, etc., etc. Ouais, non, mais on a des primes tous les 3 mois là-bas. On a des primes tous les 3 mois. Je savais pas. Ce qui fait que... Non, en plus, en vrai, on va pas citer le nom de l'entreprise, mais j'ai postulé plusieurs fois, ils ont jamais voulu de moi. Je me suis dit, tant pis, c'est pas grave. Non, mais ouais, on a très régulièrement des primes, ce qui fait que t'es tout le temps en attente de la prochaine, tu te dis tout le temps que c'est pas nécessairement le bon moment. Mais c'est jamais le bon moment. Exactement. Et ça, c'est vraiment le piège. C'est vraiment le piège. Et on m'avait déjà dit ça, que la pire chose qui puisse t'arriver, c'est de rentrer dans cette roue-là parce que tu vas toujours... Souvent, quand tu sais que tu as une rentrée d'argent qui arrive, tu planifies quelque chose dessus. Du coup... tu dis, j'ai la prime qui tombe, ça va payer tel voyage, ça va payer la voiture, ça va payer tel truc. Et ils le savent, c'est pour ça qu'ils jouent sur ça. Okay. Et plus tu évolues, plus les primes sont intéressantes. Ouais. Donc là, ça voulait dire que il y avait la nouvelle... Donc, dans ce secteur-là, on fonctionne par période de busy. Pendant les busy, on va attendre de toi que tu puisses donner jusqu'à 50 heures par semaine. Il y en a qui font plus.
Mais c'est clair qu'avec le rythme de Foodie Fruity, ça allait jamais être possible. Ouais, bah, de Ça toute allait façon, jamais je être pense possible. que tu as pris la bonne décision. Et toi aussi, Smaïla, je pense que tu as pris la bonne décision pour dans moins de 2 mois. Donc déjà, bravo à vous de faire ça. Puis j'étais contente moi aussi quand je me suis dit, moi aussi, moi aussi j'ai quitté, ça y est, c'est bon. Ah et ouais, tout. La semaine dernière. Oh, félicitations, honnêtement. Ça commence comme ça. Ça Great commence things comme to ça. come. Bah, sky is the limit. Donc non, vraiment bravo à vous. Je crois qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? C'est quoi les prochaines étapes pour Foodie Fruity? Les prochaines semaines, mois, enfin, à part Black Women Market jusqu'au 8 avril. Là, bah, on vient de sortir un nouveau projet qui me tenait à cœur parce que à cœur. Moi, c'est l'esthétique, c'est la beauté, c'est mettre en valeur la nourriture qui me plaît. Donc ouais, on a sorti ce nouveau catering. Mais là, ce qui va venir, c'est un congé. Ah, moi, je m'attendais à un spoil d'une information incroyable. Non, c'est un congé annuel. Non, vraiment profitez. Surtout Merci. si ça fait bientôt 2 ans que vous êtes dessus. Donc, il y a un moment donné, il faut prendre du temps pour soi. Et c'est important parce que justement, si tu prends pas de temps pour toi, tu peux pas être performant dans ton entreprise. Exactement. Donc, parce que là, tu comptes que sur toi-même. Quand tu es salarié, tu dis, ok, je pars en congé. J'ai mes collègues, ça continue de tourner sans toi, mais là, ton entreprise, c'est toi. Donc, il faut avant tout prendre soin de vous. Reposez-vous, prenez des congés. Et justement, automatiser le business. Automatiser tout ce que vous pouvez automatiser, vraiment. Le plus gros projet sur lequel on travaille actuellement. Automatiser, avoir des partenariats avec les B2B en récurrent. Ouais. Et nous, un peu se délâcher, laisser l'employé qui puisse run le business là. Et nous, on va se développer sur d'autres choses également. Ouais. Foodie Fruity pour pouvoir faire une intégration verticale le plus possible. Ok. Écoutez, encore merci d'avoir été mes premiers invités. Merci. C'est la première fois que j'invite des gens. J'ai déjà participé, moi, à des podcasts. Et d'ailleurs, je suis encore invitée cette semaine pour le podcast d'une amie. Mais c'est la première fois que j'invite des gens dans mon podcast. Donc vraiment, merci. Ça me fait plaisir aussi de faire ça. Merci d'avoir pensé à nous. Vraiment, non, c'est avec plaisir. C'était limite naturel, en fait. Donc, c'était limite naturel. Donc, pour vous suivre sur les réseaux, donc Foodie Fruity sur Instagram. Toujours. C'est ça, @foodie, FOODIE.fruity, FRUITY. Donc ça, c'est la marque et vous pouvez me suivre personnellement sur ma page, donc @Enzo E. Tous les placements sont bons. @Enzo ENZO __ Fall FALL. Si vous voulez scaler votre small business à l'aide des publicités en ligne, vous savez qui contacter. The Ad King right here, guys. Ok. Right here. La prochaine fois, tu viens avec le hoodie, avec C'est ça, ça va aller plus vite. Second placement de logo. C'est ça. Non, vraiment, merci à vous. Et puis, de toute façon, on va se revoir très, très vite. On se voit toujours bien. On n'est jamais loin. Pas de se croiser. On n'est jamais loin. On n'arrête pas de se croiser, même quand c'est pas prévu, on se Mais croise. ça, c'est une très bonne chose que tu viens de nous dire parce que notre but, c'est d'être dans la face des gens le plus possible afin qu'ils puissent le plus se rappeler de notre marque. C'est vraiment le branding Foodie Fruity. Allez suivre Foodie Fruity sur Instagram. Allez suivre sur IG, les gars. Donnez-leur la force, achetez du bissap blanc. Achetez le reste aussi, mais achetez le bissap blanc, mon gars ananas. Pas tout. Il est inoubliable. Non, pas tout non plus, parce Vous que avez pas sinon, moi, regretté. j'en aurais plus et on va avoir un problème. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci Héloïse. À bientôt. Et beaucoup de succès À pour le bientôt. reste. Merci. Yes, sir.